Nous parlerons élevage bovin à Tizi Ouzou. Un investisseur s'est lancé dans le domaine pour alimenter son restaurant en viande fraîche et produits laitiers et fournir sa commune. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, la cérémonie de levée des corps des défunts Chouhada du devoir national, le lieutenant-colonel Kharoussa Nourdine, le lieutenant-colonel El-Wafi Mohamed Lamine et le lieutenant Bouziada Nourdine qui ont perdu la vie suite au crash d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage des forces navales. C'est tenu aujourd'hui au niveau de l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja où les honneurs militaires leur ont été rendus en présence du général de corps d'armée Saïd Chengeriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné par de hauts cadres de l'armée nationale populaire. Lors de cette cérémonie funèbre, la Fatiha a été récitée sur l'âme pure des défunts Chouhada avant la lecture d'une oraison funèbre retraçant leur parcours professionnel dans la défense de la patrie et le sauvetage de sa sécurité et sa stabilité, ainsi que leurs efforts humanitaires dans la recherche et le sauvetage. بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره نقف اليوم في هذا المصاب الجلل مع الأهل والإخوة والأصدقاء ورفقاء السلاح لتوديع إخواننا الأعزاء الذين التحقوا بالرفيق الأعلى شهداء يوم 16 ديسمبر 2020. نقف اليوم أمامكم في خشوع لا تحيط به الكلمات. نقف أمامكم في إجلال لا تستوفيه العبارات. وكيف نستطيع أن ننعيكم وأنتم الذين ستبقون دوما حاضرين في قلوبنا، ولكم كنا نأمل أن تواصلوا معنا استكمال المسيرة وتحقيق الرسالة التي باشرها الأولون. تخطفكم يد المنون وأنتم في أوج الشباب والعطاء، والوطن في أمس الحاجة إلى أمثالكم، والأهل والرفقاء يبكون حزنا وألما على فراقكم. ناموا قريري العين أيها الأبناء، هنيئي البال في طيب الثرى، فقد أديتم الأمانة ووفيتم بالوعد، فالوداع الوداع أيها الأبناء والرفقاء الشهداء. Les dépouilles ont été ensuite acheminées par avion spécial vers les wilayas de résidence de leurs familles pour être inhumées dans leur dernière demeure. En cette douloureuse circonstance, le commandement de l'armée nationale populaire renouvelle ses sincères condoléances et sa totale solidarité avec les familles des Chouhada et exprime toute sa considération et ses remerciements pour l'élan de solidarité, l'esprit d'entraide et les sentiments nobles de compassion dont a fait montre le peuple algérien suite à cette dure épreuve. L'ancien ministre Nourdine Yazid Zerhouni, décédé hier à l'âge de 83 ans à l'hôpital central de l'armée de Ain Nadja, inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Alia. Le président de la République Al-Majid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. J'ai appris avec affliction, écrit-il, la triste nouvelle du décès de l'ancien ministre de l'Intérieur Nourdine Yazid Zerhouni. En cette épreuve douloureuse, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille du défunt et l'assure de ma profonde sympathie, priant Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. De son côté, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a également présenté ses condoléances à la famille du défunt en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, ainsi que sa profonde compassion, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde. Condoléances également du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhim, a adressé un message à la famille de l'ancien ministre dans lequel il a
loué les qualités du défunt et son long parcours durant la guerre de libération et après l'indépendance. Direction l'autre côté de la Méditerranée pour le reste de notre journal pour parler de cet hommage symbolique de la mosquée de Paris aux bâtisseurs des mosquées de France, des mosquées qui défendent un islam de tolérance et de fraternité. Notre correspondante, plutôt notre ambassadeur en France et plusieurs de nos consuls étaient présents à cette cérémonie. Correspondance signée Afaf Belhouchet. C'est une grande émotion qui se lisait hier sur ces visages malgré les masques qui les dissimulaient. Les yeux larmoyants de bonheur et l'allure fière, satisfaits du travail accompli, Cheikh Hachbouch, Cheikh Lakhdar et les autres se sont succédés pour recevoir la médaille du bâtisseur de mosquées, décernée par la Grande Mosquée de Paris, l'aînée bienveillante des mosquées en France et repère incontournable de l'islam des Lumières. Chaque fois que l'on construit une mosquée qui est digne, ça permet d'abord aux musulmans de vivre et de célébrer dignement leur culte, et en même temps, c'est de tourner le dos à ces extrémistes qui veulent faire croire que nous ne vivons pas de manière sereine notre culte. Un long chemin qui a débuté dans les années 60 avec l'arrivée de la première génération d'immigrés algériens en France, le combat de toute une vie pour Cheikh Hachbouch. Moi, je suis arrivé en France en 65. La première année, je n'ai pas fait le tarawih, c'était 65. 66, d'Argenteuil, je venais jusqu'ici pour faire le tarawih avec un Tunisien. En 69, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un petit pavillon 4 roues d'Anières. On a construit une petite baraque en bois, 20 mètres carrés. 69, 70, il a fallu 4 ans pour être 35 personnes. Grâce à son obstination, sa foi et sa belle réputation, il a réussi à faire construire non pas une mais 2 mosquées financées à 90% par les fidèles. Il compte aujourd'hui sur la nouvelle génération pour porter le message de la fraternité et d'ouverture de l'islam, celui que ses aïeux en Algérie lui avaient transmis. Bon, on ne pensait pas à tout ça. Maintenant, bon, nos enfants, ils ont fait des études, tout ça, des intellectuels, et puis ils se défendent pas mal. C'était moi avec mon petit bac de 51, on m'appelait l'intellectuel. Un discours de tolérance encouragé par l'ambassadeur d'Algérie en France associé à cet hommage, ainsi que plusieurs consuls présents. L'Algérie qui a de tout temps soutenu ces initiatives au service des fidèles algériens certes, mais au-delà, notamment par l'envoi régulier d'imams pour ces mosquées. Leur présence démontre une fois de plus que nous sommes pour un islam ouvert, pour un islam tolérant, pas pour ceux qui utilisent l'islam comme un paravent politique. Et j'ai insisté sur le fait que la Grande Mosquée de Paris est d'abord algérienne et ne sera jamais autre chose. Et c'est ça le plus important. De même que sont algériens la plupart de ces hommes de la première génération des bâtisseurs des mosquées en France. On compte aujourd'hui 2500 mosquées en France, soit 2 siècles après la pose de la première pierre de la première d'entre elles. Retour dans le pays, direction Tindouf, les préparatifs de l'entrée en exploitation de la mine de Rajbilet vont bon train. Plusieurs conventions ont été signées entre le centre universitaire Ali Kafi de Tindouf et l'entreprise nationale de sidérurgie Ferral et l'ASGA. Le but, insuffler une nouvelle dynamique économique dans la wilaya d'El Boukhams. Impliquer les universités et la recherche scientifique dans la vie économique du pays. Un objectif que tente de concrétiser cette convention. Nous avons signé des conventions avec l'entreprise nationale de sidérurgie Ferral et l'agence algérienne des services géologiques afin d'insuffler une nouvelle dynamique économique à la wilaya de Tindouf à travers le lancement de l'exploitation industrielle de la mine de Rajbilet. Des partenariats qui ont poussé l'université à créer de nouvelles spécialités. Afin d'assurer une main-d'œuvre qualifiée prête à entrer en activité dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière, les laboratoires de recherche de cet institut ont été associés à notre démarche en vue de trouver les solutions adéquates aux différents problèmes que pourrait rencontrer ce projet. Nous sommes très heureux des conventions signées entre Ferral et ASGA et notre institut. Une feuille de route a été tracée avec les autorités locales pour embaucher les compétences locales. Cela pourrait même faire de notre wilaya un modèle de lutte contre le chômage par le biais de ce grand projet. À travers ce partenariat, l'université de Tindouf pourrait jouer un rôle important dans le développement économique de toute la région.
On reste dans le sud du pays, on va à Ouelgla cette fois, où l'opération de raccordement des écoles de la région au satellite Alcomsat 1 a bien avancé. Une opération lancée en 2019. Le point avec Raouf Hamouch. Fournir aux élèves des solutions modernes pour l'apprentissage, tel est l'objectif que s'est fixé la wilaya de Ouelgla, à travers le lancement d'une opération de raccordement de 2 établissements scolaires des zones d'ombre de Omernab et de Biche via le satellite algérien Alcomsat 1. Cette opération de raccordement au réseau Internet via le satellite Alcomsat profite énormément au secteur éducatif de la région, notamment pour les établissements scolaires des zones d'ombre qui peuvent coordonner directement avec le ministère de l'Éducation. Idem pour le secteur de la santé de la wilaya qui connaît la même opération, comme ici au service de radiologie, lequel a été raccordé au réseau Internet afin de garantir un meilleur accès aux soins pour les patients. Le centre de lutte anti-cancer de Ouelgla a été doté d'un nouveau système d'information numérisé qui nous permet d'assurer des rendez-vous à nos patients à travers tout le territoire national. Nous avons installé 13 antennes satellitaires orientées vers Alcomsat 1 afin de numériser le secteur de la santé et de l'éducation. Un raccordement en réseau satellitaire pour l'ensemble des établissements scolaires et sanitaires est prévu pour l'année prochaine à Ouelgla. Et on va à Lizy, après les zones frontalières de Merksen et de Timerwalin, destination la caravane médicale de l'ANP du secteur opérationnel du Nord se dirige dans les zones de Roudenes et El Hamara à Inamenas, une opération en concrétisation du lien armée-peuple. Elle comprend notamment une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et du dépistage Covid-19 par les équipes médicales de la Direction régionale des services de santé militaire de la 4e région militaire. Et on arrive à la situation sanitaire. 438 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 398 guérisons et 7 décès enregistrés lors du dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de la pandémie. Dans le dossier sahraoui, la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental annoncée dernièrement par le président américain sortant fait passer les États-Unis pour un pays hypocrite, a indiqué hier dans un tweet le sénateur démocrate Christopher Murphy. Cette décision est une contrepartie d'une normalisation entre le régime marocain et l'entité sioniste. Une normalisation dénoncée par une partie des Marocains. Plus de 200 scientifiques universitaires, hommes politiques ou encore juristes marocains ont signé une pétition jeudi. Selon les signataires, les érudits de la religion musulmane ont conclu que toute forme de normalisation avec l'entité sioniste est interdite par la loi religieuse et que toute démarche en ce sens constitue ainsi un crime. Covid-19, les États-Unis accordent le raccord pour le vaccin de Moderna contre le Covid-19. C'est le deuxième après celui de Pfizer-BioNTech. Il s'agit d'une autorisation en urgence au vaccin de par l'agence américaine des médicaments. Par ailleurs, plusieurs pays, notamment en Europe, ont décidé des mesures de reconfinement en prévision des fêtes de fin d'année. L'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance pour les vaccins, elles, ont créé un mécanisme pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés. Elle prévoit d'envoyer les premières fioles au premier trimestre 2021. Retour dans le pays, on va parler élevage bovin à Tizi Ouzou. Un investisseur s'est lancé dans le domaine pour alimenter son restaurant en viande fraîche et produits laitiers, ainsi que sa commune, la commune de Freha, Naïm Alouali. Très adaptée aux exigences montagneuses, la Cimentale, une race suisse, a littéralement séduit Rachid Oukassi, un restaurateur qui s'est investi depuis peu dans le commerce de la viande bovine et de l'élevage. Pour avoir une traçabilité infaillible, cet éleveur a vite fait d'importer 15 génisses pleines depuis la France et jusqu'à Freha, sa bourgade natale près de Tizi Ouzou. Je leur 3 têtes, 4 têtes par semaine. J'égorge 3 à 4 veaux par semaine, ça équivaut entre 400 à 450 kilos par tête. Mon objectif premier et essentiel, c'est de fournir aux clients la meilleure viande bovine possible.
On vient ici parce qu'on propose de la viande premier choix. De plus, on nous respecte, c'est propre et on pratique des prix très raisonnables. Composé de 45 têtes, son troupeau allaitant se nourrit à la fois de son, de foin et de raille grasse, une herbe qui se renouvelle jusqu'à 4 fois l'an et que les bêtes broutent en plein air à partir de février. La totalité des produits de cette ferme sont directement livrés et dans la propre boucherie et dans les restos de cet éleveur qui, malgré le temps du corona, ne chôme vraiment pas. C'est le resto est très connu d'ailleurs parmi les meilleurs de la région. Il y a d'abord l'accueil, nous avons la qualité et l'hygiène surtout. C'est-à-dire question hygiène et la qualité aussi, le prix c'est abordable. L'objectif est l'extension, à satisfaire le marché local. Pourquoi pas l'exportation, pourquoi pas. Bon, tu نهضر كان في اللوكال. لي بري نزمر ما تعاونها الدولة. تسيبونسيوني لاليمون. يمكن نزمر هاد لي زيفور هاد بازي على لي بري. La filière que nous avons rencontrée, la filière viande rouge ici à Tizi Ouzou, prend de l'ampleur. Nous sommes les premiers producteurs en matière de viande rouge. Et en Algérie, après le deuxième CCTF, le Begri, le Rolmé, c'est bien, c'est la steppe, la région de Djilfa, Msila. Combien de tonnes? De tonnes, on produit, donc vous savez madame, donc ici à Tizi Ouzou, on travaille l'agriculture de montagne. Donc l'agriculture de montagne, des agriculteurs, nous avons 20 000, dont 4 500 éleveurs. Donc ils font un travail mixte. Qui produisent combien? Qu'ils produisent 5-6 têtes, jusqu'à 10 têtes, la moyenne de 10 têtes par 2 ans. Parce que tu vas grandir une bête, dans 2 ans elle va devenir grande. Donc. Mais il y a aussi la culture de l'engraissement. À peu près, nous avons 200 à 300 éleveurs, spécialité de l'engraissement, qui font jusqu'à 200 têtes. Robe rouge, tête blanche, la robe ressemble à une montbéliarde, une race tout aussi connue que la cimentale pour sa résistance et la qualité de sa viande. Un atout et une origine que cet éleveur compte bien mettre en avant pour avoir des aides, quelles qu'en soient les formes. Suite de notre série consacrée au couscous, le roi des tables algériennes, le mets typiquement maghrébin, est à l'honneur cette semaine. Le directeur du CNRPH revient sur l'inscription du couscous maghrébin à l'UNESCO. Rabia, plutôt Amani. Bedia Marani. Le couscous, l'un des mets les plus populaires et les plus prisés par les Algériens, traditionnellement préparé les vendredis, jour de réunion familiale par excellence. Il se décline sous plusieurs centaines de variétés suivant les régions. Il est incontestablement le symbole du partage et de la convivialité, présent dans les moments joyeux tout comme les moments de deuil. Alors le couscous, ce qui était classé à l'UNESCO, ce n'est pas le plat lui-même, mais tous les savoirs, les savoir-faire liés à sa préparation et à sa consommation. Parce que la préparation du couscous commence dès la culture du blé, la transformation de ce blé en semoule et la transformation de la semoule en graines de couscous et toute la partie également cuisson à la vapeur, les différents types de sauces, les différents types de viande, les légumes utilisés. Donc ça, c'est l'aspect préparation. Mais le couscous, il a une autre symbolique, c'est celle du partage. Et c'est un plat qui se consomme pas individuellement, c'est un plat qui réunit des communautés, des familles, des groupes sociaux lors de rites, lors de moments de fête ou même de détresse, malheureusement. Donc il y a une symbolique sociale très très forte. Mais quelle est donc l'histoire de ce plat qui vient d'être classé patrimoine mondial par l'UNESCO ? Le classement tout récent du couscous comme savoir-faire et savoir et pratique lié donc à sa préparation et à sa consommation donc est une information très importante pour l'Algérie parce que c'est une reconnaissance de son patrimoine immatériel. L'histoire du couscous, son ancienneté évidemment n'est pas démontrée car elle est étroitement liée à la céréaliculture et on sait que la céréaliculture, c'est-à-dire la culture du blé, est très très ancienne. Elle commence dès les périodes préhistoriques néolithiques. Nous avons fait des preuves de cela dans nos sites de recherche en Algérie.
Et on sait également qu'à la période numide, la céréaliculture s'est énormément développée au point où l'Algérie, donc la Numidie de l'époque, exportait du blé à Rome et même à certaines îles grecques. Il faut savoir qu'un dossier commun des pays du Maghreb a été présenté à l'UNESCO. L'Algérie a joué un grand rôle pour l'inscrire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. On vous invite à présent à la visite d'un lieu de rayonnement de la pensée islamique. La Zawiya Tijaniya de Gamar à El Oued a été construite en 1789 et depuis, elle est un centre culturel et intellectuel pour toute la région. Reportage de Frahat Mouzaoui, commentaire de Badia Amardi. Véritable joyau architectural, la Zawiya Tijaniya de Gamar a été fondée en 1789. L'une de ses missions est l'apprentissage du Coran, mais aussi l'interprétation des textes coraniques et hadiths. Cette Zawiya a été fondée en 1204 de l'Hégire, soit en 1789, par le Mokaddem Sidi Mohamed Sassi, qui était le premier Mourid et premier Mokaddem de la Tijaniya dans cette région du Souf, sur ordre bien sûr du cheikh fondateur de la Tijaniya, Sidi Ahmed Tijani, qui en 1787 lui a donné donc comme directive de fonder une Zawiya à Guémar, et qui de ce fait est la première Zawiya Tijaniya dans le monde jusqu'à et même avant celle de Fès et celle de Temassine et de El Madi. À l'entrée de cet édifice, une petite cour entourée d'un mur peint en blanc, symbole de pureté des lieux. Des salles aux murs et plafonds bien colorés et décorés donnent sur cette cour. Le visiteur peut facilement remarquer la beauté des formes et des figures réalisées avec doigté et précision. Les couleurs qui vont du vert au rouge s'y mêlent et captive le regard. On ne peut alors qu'admirer et contempler le moindre des coins et recoins de cette bâtisse ancienne. Cette Zawiya, l'activité pour laquelle elle a été fondée, en plus donc des obligations religieuses de la prière communautaire, le fait d'enseigner le Coran bien sûr, comme tous les Zawiya, aux jeunes et moins jeunes, et de pratiquer les prières surérogatoires propres à la Tijaniya, qui doivent être faites dans les Zawiya pour éviter toute équivoque ou bien avec les autres tariqa ou bien ceux qui n'en ont pas. Et le cheikh a décidé et recommandé de faire le dhikr collectif, qui est une prière collective, de la faire dans les Zawiya. Pour lui redonner son lustre d'antan, la grande salle subit actuellement une rénovation en respectant le modèle original et les caractéristiques architecturales de l'édifice. Le style architectural est donc entre le mauresque et le saharien. C'est une combinaison, puisque beaucoup d'édifices ici ont été pratiquement copiés sur des modèles qui existaient en Tunisie, à Tunis. Et d'autres qui vous rappellent un peu comme les grandes portes romaines, qui sont à l'entrée de certains groupes, certaines parties du complexe, et elles sont d'inspiration romaine. Comme pour associer beauté et spiritualité, des sourates et hadiths sont transcrits sur les murs. Ce site à la fois historique et culturel mérite bien le détour. C'est la découverte d'un endroit fascinant de par sa beauté et la transmission du savoir et l'éveil populaire. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.